Je me sens beaucoup plus apaisée en fait que je pouvais l'être avant, où je me sentais pas à ma place, où j'avais cette boule dans le ventre, où je me levais le matin, où je me disais bon, est-ce que je vais être utile à quelque chose aujourd'hui? C'est plus le quotidien, le ressenti en fait, physique, qui me fait me dire que c'est bon quoi. À partir du moment où on s'est posé soi-même les bonnes questions et que voilà, on sent que c'est le moment et qu'il manque pas grand-chose, faut oser en fait, on n'a qu'une vie. Enlever peut-être toutes les excuses qu'on se donne avant d'y aller pour dire voilà, au pire c'est pas grave, je reviendrai en arrière et puis de toute façon je serai différente et ça me permettra peut-être de rebondir. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Quel plaisir de retrouver mes invités dans En chemin. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode avec Émilie, je vous recommande de commencer par le premier rendez-vous. Ça serait un petit peu comme regarder la deuxième saison de Casa de Papel sans avoir vu la première. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai toujours besoin de vous pour faire connaître le podcast. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je laisse place à la merveilleuse Émilie Martinet. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse de te retrouver. Quand on s'est quitté en juin dernier, tu venais de quitter ton job, enfin un peu plus parce que c'était la suite du confinement, et tu venais de réussir enfin à t'inscrire dans une école de décoration d'intérieur. Tout à fait. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Eh ben effectivement, j'ai bien pu m'inscrire malgré toutes les embûches et j'ai commencé ma rentrée le 31 août. Génial. Donc ça fait 2 mois là que j'ai commencé. Donc j'ai fait à peu près un tiers de ma formation et je m'éclate. Enfin, je suis super contente. Je regrette pas du tout. Les profs sont très sympas. Ils nous donnent des cours vraiment quali et j'apprends plein de choses. Donc c'est à la hauteur de tes espérances ? Ouais, vraiment, j'apprends tout ce qui me manquait. Alors c'est vrai que c'est très intense et que parfois on va pas forcément au bout des choses parce que ça va très vite. Mais ça demande aussi du travail perso le soir, le week-end pour se remettre un peu dans les logiciels, tout ça. Donc c'est un investissement, mais bon, c'est aussi super intéressant parce que j'ai pas l'impression vraiment de travailler en faisant ça, quoi. Donc je me rends compte que je pense que je serai à ma place, quoi. Et du coup, comment ça se passe au niveau perso ? Parce que du coup, mine de rien, tu as 2 enfants qui sont pas très âgés non plus. Donc là, toute la semaine, tu es en cours. Le soir, tu bosses et le week-end aussi ? Ouais, alors je bosse pas tous les soirs parce que parfois j'ai des devoirs. Je vais vraiment à l'école avec mon petit cartable. Je commence à 9h30 le matin jusqu'à 17h30, donc ça fait pas forcément des grosses journées quand on regarde comme ça. Mais bon, j'ai à peu près 1 heure de transport déjà pour y aller et revenir. Et puis du coup, je peux aller chercher le plus petit à la garderie le soir. Et le grand, il rentre au collège, donc il commence à se gérer un petit peu tout seul. Ouais. Et donc parfois je peux m'occuper plus d'eux. Et puis parfois, quand je dois bosser le soir, en fait, j'attends qu'ils soient couchés. Je bosse en nocturne. Ouais. Et puis le week-end, c'est plus si je veux revoir des logiciels, tout ça, je me pose un petit peu le week-end, mais j'arrive quand même à gérer. Et puis ce qui est cool, c'est que les enfants, ils sont trop mignons parce que ils me demandent ce que je fais. Quand je fais des dessins, tout ça, donc ça les impressionne. Et j'ai le grand qui a voulu que je lui apprenne à dessiner en perspective. Donc on s'est mis côte à côte. Je lui ai expliqué toutes les techniques. Ça m'a fait un petit peu réviser. Et puis il était tout content de faire des trucs en perspective tout seul, alors que ça lui paraissait vraiment insurmontable. Et puis le petit l'autre jour qui est rentré de l'école et qui avait dessiné le plan de sa classe. Donc, trop mignon. C'est une bêtise, mais c'est trop chou. Parce que pour ceux qui se rappellent pas du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, donc ton objet c'était un petit carnet où tu dessinais des maisons. Tu as ce qu'on appelle un trait de crayon, enfin un coup de crayon. Tu dessines bien ou c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise à la base ou pas ? Alors
Pas forcément. Alors j'ai fait des cours de dessin vraiment quand j'étais petite, mais c'était vraiment j'étais très très jeune, j'avais même pas 10 ans. Et mes plans de maison que je faisais sur mon cahier rouge, donc qui était mon objet du premier rendez-vous, c'était vraiment un cahier à carreaux où je dessinais, voilà, je retraçais sur les lignes des contours de maison. Je faisais des plans et des cloisons, mais c'était vraiment des traits droits, quoi. Donc c'était pas du tout un coup de crayon. Après, quand j'aimais bien, j'arrive à recopier des choses, mais créer, c'est plus compliqué. Donc, je pensais pas forcément avoir un bon coup de crayon, mais apparemment, ce que tu apprends en cours, c'est que faut pas forcément être doué en dessin pour savoir réussir des perspectives, parce que c'est beaucoup de maths, de géométrie, c'est de la logique mathématique en fait. C'est des proportions, c'est des directions, etc., des points de fuite, et en fait, c'est plus des maths et de la géométrie que de l'artistique en fait. L'artistique, ça va être la mise en couleur et puis les ombres, etc. Mais le dessin en lui-même, c'est plus technique en fait. Sur la création, on en parlait avec Camille qui a gagné le meilleur pâtissier que je suis également En Chemin. Et il y avait une question qui lui avait été posée sur le fait que de dire bah voilà, être une bonne pâtissière et savoir créer des gâteaux, c'est différent. Et en fait, Camille, elle disait que finalement, elle crée à partir de base en fait, enfin que elle a jamais inventé un gâteau complètement de A jusqu'à Z. Et là, j'ai écouté, exactement. C'est vrai. Finalement, c'est un peu la même chose aussi, j'imagine. Bah oui, après, quand on va forcément s'inspirer de ce qui existe. Alors bon, après dans la déco, tu peux créer des choses sur mesure aussi, mais principalement tu vas utiliser des choses qui existent. Donc à partir du moment où tu dessines, tu dois les implanter quelque part. En fait, la création, c'est l'association de tout ce qui existe. Et quand il te manque un truc, bah, tu le crées, tu peux le créer sur mesure s'il y a le budget, quoi. Ouais, sachant que tu t'inspires. Enfin, moi, je vois comme je disais, mon papa est architecte d'intérieur, décorateur, et il dessine également enfin, à l'époque, il dessinait beaucoup de meubles, de tapis et compagnie, mais à chaque fois, il prenait des photos de trucs existants et il le refaisait à sa sauce. Mais il y a toujours, en effet, un point de départ, quoi. Bah oui, on va dire, voilà, j'aime bien ça, mais il manque ça. Bah, par contre, sur celui-là, je préfère cette caractéristique-là. Bah, du coup, je vais faire un mix et je vais créer quelque chose qui est vraiment qui me convient et qui me plaise, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, là, quand on s'était quitté, tu étais en train également de suivre un chantier dans l'appart que vous aviez acheté avec ton mari pour le louer. D'ailleurs, on s'était parlé sur le chantier, ça résonnait un petit peu et c'était un peu crado. Mais voilà, là, je suis chez moi, c'est fini. Donc, on a fini juste à temps, juste pour la rentrée. Ouais. Donc, on l'a loué le week-end juste après ma rentrée des classes. Donc, c'est vraiment le timing super serré. Ça s'est super bien goupillé. Et ben ça s'est très bien passé. Donc j'ai fini comme je voulais. Bon, il y a eu des petits détails avec les stocks. Post-confinement, c'était compliqué d'avoir des stocks comme on voulait, donc on devait un peu adapter. Mais le bon coin a bien servi pour pour meubler l'appart. Et donc finalement, on a réussi à finir et on est super content du résultat. Et bon, la satisfaction, c'est quand tu fais visiter l'appart pour trouver les locataires où tout le monde plage dessus, où l'ancien propriétaire, il est revenu vider sa cave avant qu'on mette en location. Donc du coup, je lui ai fait visiter et ma satisfaction, ça a vraiment été c'était comme à la télé, il est rentré avec son fils dans l'appart et il était avec des étoiles dans les yeux en disant mais c'est pas chez nous, on reconnaît pas, mais enfin comme les réactions des gens à la télé après quand on leur cache les yeux et qu'ils disent mais non mais c'est pas chez moi, je reconnais pas, enfin ça fait hyper plaisir quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que pendant ce chantier-là, tu as eu donc là tu étais confrontée, même si après c'est pas toi qui feras les choses, mais tu superviseras des personnes qui feront. Est-ce que du coup tu as eu des moments de doute, de peur ou d'inquiétude? Bah non, parce qu'en fait j'avais vraiment bien préparé mon chantier et bon après c'était moi la cliente, donc c'est facile de se mettre en accord avec son client quand c'est soi-même. C'est un peu plus simple. Mais j'ai pas eu de problème particulier. Puis j'avais un entrepreneur avec qui je m'entendais super bien, c'est important. On communiquait beaucoup et il y avait vraiment, on se goupillait bien parce que comme il y avait des choses il a accepté que je fasse des choses moi-même et qu'on se relaie sur le chantier, ce qui est pas forcément évident pour un entrepreneur d'accepter ça. Mais ça s'est hyper bien passé et ça s'est bien goupillé. Voilà, on se mettait vraiment beaucoup au courant des plannings pour pas se marcher dessus et pour que ce soit fluide.
et que je lui fasse pas perdre de temps non plus par rapport à ses autres chantiers. Donc, du coup, ça s'est vraiment très, très bien passé et je suis ravie. Et en plus, je pense que vraiment, le fait de mettre la main à la pâte sur mes travaux à moi, c'est vraiment super utile. Je me rends compte dans la formation que ceux qui n'ont pas du tout fait de travaux chez eux, c'est parfois plus compliqué de se projeter, d'imaginer le travail que ça représente, le coût, les contraintes techniques surtout. Ouais. Je pense que c'est vraiment un plus d'être bricoleur, quoi. Ouais. Et dans le rendez-vous dernier, tu disais que donc l'idée c'était de devenir entrepreneuse après quand tu auras ton diplôme. Pourquoi entrepreneuse et pas finalement salariée d'un cabinet d'architecture d'intérieur? Déjà au départ, à partir du moment où je me suis dit je prends cette décision, je savais que par rapport au marché, c'est pas évident de trouver un job dans ce secteur-là parce qu'il n'y a pas forcément énormément de recrutement. J'imagine qu'en ce moment c'est encore plus compliqué, ce que j'avais pas encore imaginé l'année dernière. Mais aujourd'hui, je ferme pas forcément la porte parce que, alors, je garde toujours en tête parce qu'on m'avait dit, si tu veux te lancer là-dedans, faut vraiment que tu t'imagines être à ton compte parce que sinon, ça va vraiment limiter les choses pour toi. Et a priori, j'avais choisi un statut, etc. Bon, j'ai rien créé encore. Hein. Je préfère attendre la fin de la formation, mais a priori, j'étais partie vraiment sur être indépendante parce que ça paraissait évident par rapport au secteur. Ouais. Mais je sais pas si c'est possible. J'exclus pas, par exemple, d'être à mon compte, mais d'être freelance à côté pour un cabinet parce que je pense que ça arrive que des cabinets prennent des freelances en renfort sur certains projets. Donc peut-être comme ça, parce que je pense que ça peut être aussi plus formateur et le fait de partager l'expérience avec d'autres personnes, ça va être plus enrichissant aussi. Ouais. Donc j'exclus pas le côté un peu mixte d'être en consulting ou en freelance pour un cabinet si ça se présente et d'être à côté à mon compte. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu as des nouvelles peurs ? Alors aujourd'hui, j'essaie de pas trop penser aux nouvelles peurs qui vont m'attendre dans quelques mois où je vais être livrée à moi-même. Là je suis à l'école, donc je suis entourée, choyée. Voilà, on me dicte un peu tout ce que je dois faire, donc j'en profite un petit peu. Je profite un peu de cette situation. En plus, je suis très scolaire, donc ça me va bien. Mais j'y pense de temps en temps où je me dis, dans quelques mois, en fait, ils vont me lâcher dans le grand bain. J'aurai plus les brassards et ça va me faire bizarre. Donc, mais j'essaye de pas trop y penser parce que je suis quelqu'un de super anxieux et donc après je dors pas la nuit, etc. Donc tant que j'arrive à dormir la nuit, pour l'instant, pendant que je suis en formation, je savoure parce que je sais que ces peurs-là, elles vont arriver. Et j'essaye d'un peu de les occulter pour l'instant et le but c'est que j'essaye d'anticiper un maximum tout ce que je dois faire après. Donc l'école nous prépare à ça aussi au niveau administratif. Ça, on a aussi des cours là-dessus sur le juridique, les contrats qu'on doit faire, comment se protéger, les assurances, tout ça. Donc c'est hyper important. Et sur rien, c'est très engageant les travaux. Ouais. Il peut se passer plein de choses sur un chantier. Donc d'où l'importance d'avoir un diplôme pour pouvoir avoir les assurances. Oui, alors après c'est pas un métier qui est, c'est pas un statut forcément déco ou archi d'intérieur qui est reconnu comme un architecte. D'accord. Donc, le diplôme en fait il est pas du tout obligatoire pour exercer, mais en fait moi je veux ça parce que effectivement de base je voulais apprendre tout ce qui me manquait et puis je me rends compte j'apprends beaucoup, donc c'est pas parce qu'on sait suivre un chantier une fois comme ça ou deux qu'on sait tout. Donc parce que j'ai eu la chance, ça s'est bien passé, mais ça peut aussi il peut y avoir aussi des embûches. Donc il faut être préparé à se confronter à ça. Et effectivement, moi c'est aussi le côté rassurant pour moi et peut-être aussi pour mes clients le fait de prouver que j'ai fait une formation, que j'ai fait quelque chose pour être crédible et rassuré. Mais oui, moi j'estime que c'est important. Finalement, du coup, tu l'as plus fait pour toi ou pour rassurer tes clients? Plus pour moi, je pense. C'est vraiment non. Moi, je voulais apprendre parce que je veux être légitime et j'estimais que là, je vois au niveau des logiciels, je commence à être formée dessus, mais je suis pas encore. J'estime que je suis pas encore capable de rendre des choses. Alors, je serais capable de rendre des choses très carrées comme on voit que ce que font les pros, etc., qui sont déjà en activité, mais je vais prendre un temps fou. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est que je pratique et que je m'exerce à aller plus vite, être plus efficace, à trouver comment optimiser mon temps et pour rendre quelque chose de pro, mais sans que j'y passe des semaines, alors que en quelques jours, ça pourrait être fini, quoi. Ouais.
Comment ton entourage a réagi suite à la diffusion du premier rendez-vous? Plutôt bien. Alors, très bien même. J'ai mon mari qui écoutait, des amis très proches, des anciens collègues, puis on est parfois sur des groupes WhatsApp à plusieurs, donc ils font je suis en train d'écouter le podcast d'Émilie, et puis ils font moi je l'écouterai demain. Donc en fait ils parlent de moi comme si j'étais pas là. Mais non, très bon retour, super positif. C'est vrai que c'est un exercice facile de se dévoiler. Et puis, mais finalement, que du positif. Donc, puis même des gens que je connais pas qui, suite au podcast, qui me contactent via LinkedIn, via Instagram. Voilà. Donc, et puis c'est très bienveillant et je me rends compte qu'il y a plein de gens dans ma situation. Du coup, je me dis que c'est utile en fait. Parce que, en fait, tu interviews aussi des gens qui sont connus. Donc, je me dis, je suis personne, mais finalement, je suis madame tout le monde. Donc, il y a plein de gens finalement qui se reconnaissent dans le parcours et c'est peut-être plus facile. Je sais pas si c'est plus facile, mais c'est peut-être plus facile de changer de vie quand on est déjà un peu connu parce que voilà, ça peut un peu aider et ça va un peu plus vite peut-être. Ça suffit pas, c'est sûr, mais quand on est monsieur ou madame tout le monde, c'est peut-être encore plus difficile de prendre une décision comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est utile. Ouais. C'est un truc qui est hyper important pour moi justement de varier parce que c'était un grand débat au moment du lancement du podcast de personnes connues, personnes pas connues. Et en fait, ma conclusion, ça a été personnes reconnues, dans le sens où je pense qu'en effet, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des personnes connues pour être inspirées et d'autres, au contraire, ça leur fait peur de se dire qu'en fait, le chemin pour arriver jusqu'à ces personnes-là est tellement grand, est trop long et que du coup, c'est différent. Et donc, du coup, mon envie, c'est vraiment d'avoir un bon mix, d'avoir des personnes connues et reconnues. Tu vois, typiquement aujourd'hui, l'épisode qui sort, nous sommes le jeudi 22 octobre, c'est avec Augustin, de Michel Augustin. Ouais. Et alors, c'est pas une célébrité, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez connu parce que on a tous mangé un jour des petits biscuits de chez Michel Augustin. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les personnes qui sont successful comme ça, ils ont un ego du coup et une peur de l'échec par rapport aux autres qui n'est pas la même que monsieur et madame tout le monde. Oui, et puis il y a aussi des personnes qui sont devenues connues suite à leur changement de vie. Donc, bien sûr, ouais. Alors c'est pas l'objectif de tous ceux qui changent de vie. Enfin, moi, c'est pas forcément un but en soi pour moi. Moi, je veux juste réussir à basculer dans ce que je veux faire. Et puis, alors c'est mon fils qui me dit mais tu seras connu, tu vas passer à la télé. C'est ce que je disais la première fois. Lui, il voit ça à la télé, donc il est persuadé que si tu fais ce métier-là, tu passes forcément à la télé, mais en fait non. Donc c'est pas un but en soi, mais c'est vrai que du coup, il y a aussi des gens qui sont dans le podcast qui sont connus aujourd'hui, mais suite à ce changement. Typiquement, Camille, Chicandier, c'est des gens, c'est des bons exemples, c'est clair. Et depuis ces 3 derniers mois, c'est quoi tes plus grandes réjouissances? Déjà d'avoir fini mon chantier et comme je te disais tout à l'heure et puis d'avoir eu ces réactions là quand les gens l'ont visité, même le voisin qui est venu voir il a demandé si on avait pris un archi d'intérieur, donc ça fait super plaisir que ça se voit parce qu'il connaissait très bien l'appart avant. Donc il y a ça, il y a le fait de me sentir à ma place dans la formation et de vraiment pas du tout regretter une seule seconde ce choix-là. Et une autre grande satisfaction, ça a été aussi d'avoir mon premier lead sur Instagram suite à mes posts que j'ai fait sur les travaux, le chantier, parce que j'ai fait, pendant le confinement, du coup, je me suis pas mal formée à Instagram pour faire des Insta puzzles, des IGTV, des avant-après, etc. Donc j'ai fait story permanente sur mes travaux. Et du coup, j'ai des gens qui se mettent à me suivre et qui ont vu la visite guidée de l'appart avant les travaux et après et qui ont suivi tout ce que j'ai fait dedans et en fait j'ai eu mon premier lead d'une personne qui m'a contactée pour faire des travaux pour un petit appart familial. Trop bien. Et du coup là tu te dis j'attends la fin de mon chantier des études et après j'attaque ou comment tu envisages la chose?
En fait, oui, c'est compliqué de tout faire en même temps parce que j'ai très très peu de temps libre. Donc de toute façon, je suis quand même allée visiter l'appart et je les ai rencontrés, donc pour voir déjà s'il y avait un bon feeling et puis si ça m'inspirait. Donc j'ai des idées par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Donc je vais leur proposer des choses dans tous les cas, mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'au suivi de chantier. Alors ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas pressés, mais le suivi de chantier en parallèle de l'école, sachant que j'ai pas ma boîte, tant que j'ai pas de boîte, c'est impossible parce que au niveau des assurances et tout ça, pour moi c'est inconcevable de faire ça n'importe comment. Donc ça engage trop de responsabilités chez tout le monde. Mais du coup, je vais au moins aller ce qu'on appelle aujourd'hui la phase d'esquisse où tu peux aller jusqu'à présenter des projets 3D avec même des idées de shopping list. Donc ça, tu peux le faire en amont du chantier. Donc ça peut déjà être pas mal avancé. Et après, selon le timing qu'ils veulent, ce sera soit suivi de chantier plus tard, soit je peux être présente sur le chantier pour accompagner un maître d'œuvre, mais qui ne sera pas moi parce que je peux pas prendre le risque de le faire sans société et sans voilà. Et sans temps. Ah, c'est génial. Léger détail. Très très léger détail. Pratique. Il faut même faire des réunions de chantier à peu près toutes les semaines, donc sachant que c'est en région parisienne, mais c'est un peu à l'autre bout de chez moi, donc c'est pas juste à côté, donc c'est pas évident de dire on fait une petite réunion le soir, et puis c'est pas forcément la propriétaire qui occupe l'appartement, donc c'est aussi pas un peu plus compliqué par rapport à ça, c'est familial, mais c'est pas la personne qui utilise, le user et le buyer, c'est pas les mêmes personnes. Tu vois, les marketing, donc c'est pas la même chose, faut tenir compte de ça aussi. Et est-ce que il y a eu le confinement qui est passé, alors même si les personnes ont plus l'envie d'être dans un cocon chez eux mais bon, il y a une question quand même en ce moment, on n'est quand même pas dans une situation où les gens ont vraiment envie d'investir. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des regrets de te dire mais en fait c'était pas le bon moment? En fait, je me dis que ça c'est peut-être des excuses parce que je dois être vraiment décidée pour penser comme ça parce que faut essayer de voir le truc positif et de se dire voilà, j'ai pris ma décision, je la regrette pas. Et puis on peut penser ça d'un côté, c'est vrai que les investissements ont été un peu bloqués. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui achètent quand même de toute façon parce que c'est un besoin assez primaire de se loger. Donc et par contre le confinement ça a aussi créé d'autres besoins parce que les gens ils vont se mettre beaucoup plus à travailler chez eux, donc alors ça va être beaucoup plus être de l'optimisation d'espace, de créer un espace bureau chez soi. Et justement, le fait d'avoir été enfermé chez soi pendant plusieurs semaines, ça donne envie aussi d'améliorer son intérieur sans forcément déménager. Bon, il y en a qui ont voulu déménager en province, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Salut. C'est un bon exemple. Mais bon, après, du coup, ça fait loin. Mais il y a les gens bougent et finalement, il y en a peut-être pas tant de ça qui ont bougé. Et puis, ceux qui avaient des projets, ça a juste été décalé, mais ça s'est fait quand même. Je pense pas que ça freine tant que ça. Après, c'est pas ceux qui font appel à des archives d'intérieur ou à des décorateurs, c'est des gens qui, on peut pas se le cacher, qui sont plutôt CSP+, donc c'est pas forcément eux les plus touchés par la crise. Voilà, c'est comme ça. Donc ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais peut-être pas tant que ça. Il y aura peut-être d'autres projets qui vont émerger. Ce sera plus sur l'optimisation d'espace par rapport à l'espace bureau, pour le télétravail, des choses comme ça. Peut-être pour les enfants, pour qu'ils se sentent mieux aussi. Voilà. Je pense qu'il y aura toujours des opportunités. Ouais, t'as bien raison. En quoi tu penses que tes jobs d'avant, t'apportent quelque chose aujourd'hui dans ton nouveau métier? Clairement, moi je pense qu'il y a plein de compétences transposables entre le commercial et la partie marketing, le digital. Je trouve qu'il y a énormément de choses. Donc déjà au niveau global, sur tout ce qui est gestion de projet, travailler en mode projet, parce qu'un chantier c'est un projet, c'est comme un projet en entreprise. Donc il y a différents interlocuteurs, comme les différents services, faut coordonner tout. Il y a un rétro-planning, on fait des matrices de Gantt aussi dans les travaux. Donc c'est vraiment pareil que de la gestion de projet en entreprise. Donc ça, clairement, c'est utile.
au niveau commercial, forcément, la relation client, l'écoute, il y a le côté psychologie du commercial qui ressort énormément dans la déco aussi. Donc, c'est vrai que c'est ce que je disais. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé au premier rendez-vous, et c'est ce que j'avais préparé pour mon fameux rendez-vous Pôle Emploi où ils n'ont pas voulu regarder ma presse, mais que finalement, quand je disais aux gens que j'allais faire ça, ils m'ont dit ah mais rien à voir. Et en fait, quand j'expliquais si, mais en fait, il y a plein de compétences qui sont transposables, il y a plein de choses qui vont me servir. Et en fait, tout le monde me dit bah oui, en fait, t'as raison, c'est pas si éloigné que ça. En fait, c'est juste que c'est une activité qui est différente. Mais finalement, c'est de la gestion d'entreprise, c'est de la com, c'est marketer son offre, c'est communiquer dessus, c'est se vendre. Donc finalement, c'est plein de concordances avec ce que j'ai fait avant. Ouais, c'est sûr. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, je pense que c'est se sentir à sa place et bien où on est, et puis de réussir à vivre de ce qu'on a envie de faire et qui nous passionne. Et puis je pense que j'aurais réussi mon objectif si je me lève le matin et que j'ai pas l'impression de travailler pour travailler au quotidien, en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont renforcé dans les 3 derniers mois, de dire clairement c'est bon, je suis vrai, enfin je pensais être à ma place et là je le suis vraiment? C'est pas forcément un déclic particulier, mais c'est le quotidien en fait où en fait je me sens mieux. J'ai forcément des petites craintes et des petites peurs comme tu me demandais tout à l'heure, mais j'essaie pour l'instant de pas trop y penser parce que j'essaie de savourer les quelques mois qui me restent à peu près tranquille. Mais c'est qu'au quotidien, je me sens beaucoup plus apaisée en fait que je pouvais l'être avant, où je me sentais pas à ma place, où j'avais cette boule dans le ventre, où je me levais le matin, où je me disais est-ce que je vais être utile à quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas envie qu'aujourd'hui en fait c'est pour moi c'est fluide. Donc c'est plus le quotidien, le ressenti en fait physique qui me fait me dire que c'est bon, quoi. Ouais. Et c'est quoi du coup ces petites peurs et ces petits doutes? C'est vraiment comme je disais tout à l'heure, d'être jeté dans le grand bain sans les brassards après, quoi, de se dire en fait c'est vrai que là il y a un bon groupe, on est dans un groupe hyper sympa où il y a une très bonne entente. Enfin, finalement on va être un peu concurrents entre guillemets derrière, mais en fait on a tous compris qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on aura tous nos spécificités. Et puis on n'est pas tous forcément voisins, donc pas très grave. Et on a tous nos réseaux. Donc finalement, on s'en fiche de ce qui se passera après, et on est tous hyper solidaires. Il y a beaucoup d'entraide dans le groupe, donc c'est hyper sympa. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était des petits doutes, les doutes et tes peurs. Ouais, et les doutes, oui, c'est ce qu'on se dit, pardon. C'est qu'à la sortie, c'est qu'on en discute entre nous, c'est qu'à la sortie, il y a une émulation de groupe, en fait. On est tous créatifs, tous ensemble, etc. Et on se dit, en fait, dans quelques mois ou dans quelques semaines, selon les options des uns et des autres, on va se retrouver un petit peu tout seul chez nous, confronté à notre écran, à nos plans, à nos planches d'inspiration. Et puis, est-ce qu'on aura vraiment l'inspiration? Et est-ce qu'on va être capable juridiquement de se blinder au niveau des contrats, des assurances, etc., de penser à tout, de se faire entourer comme on pourra par un avocat, un comptable, etc. Mais finalement, on va être tout seul tous les jours, ou presque. Et c'est ça qui fait un peu peur, parce que c'est vrai que moi j'aime bien aussi, je suis quelqu'un de sociable, donc j'aime bien aussi avoir ma petite vie de bureau avec mes collègues, etc. Je pense que ça va me manquer. Mais ça j'étais prête, je le savais, hein, donc j'étais prête à renoncer à ça. Mais c'est vrai que je pense que pendant quelques temps ça va être simple, mais sur la durée, en fait, c'est peut-être ça qui peut faire un petit peu peur, d'être un peu seule. Après, tu peux peut-être aller dans des espaces de coworking pour justement ne pas être seule. Ouais, alors c'est ce que certains profs conseillent pour justement pallier à cette solitude. Alors soit tu cartonnes et tu crées une agence et tu recrutes des personnes, et tu t'associes avec quelqu'un. Alors s'associer avec quelqu'un, pas évident, parce qu'il faut vraiment bien choisir la personne. Mais le coworking, oui, pourquoi pas. Alors après, c'est toujours au départ dans un souci budgétaire, tu te mets chez toi parce que c'est une activité bien sûr. de faire des grosses économies quand même, parce que t'as pas beaucoup d'investissement à faire. Mon plus gros investissement, c'était mon ordinateur et ma formation, hein, mais après, c'est juste du temps et de la matière grise. Mais
Mais sinon, c'est vrai que le coworking, ça peut être une bonne alternative. Mais bon, ça coûte un petit peu, même s'il y a des choses qui sont abordables, ça coûte un petit peu. Donc, ce sera pas Il y a de tout. plus en plus, il y a de plus en plus, tu vois, typiquement, je pense à des gros trucs comme WeWork où tu peux payer, sans dire de bêtises, 50 € par mois et avoir un bureau flottant, en fait. Ouais, après, oui, t'as pas choisi le moins cher du marché. Mais oui, il y a des choses. Oui, c'est un secteur dans lequel je travaillais chez Compagnie. Ouais, t'avais exploré. Voilà, Mais après, il y a un truc intéressant, ce que tu disais sur le fait de si tu grossis, tu peux prendre un associé. En fait, finalement, je pense que c'est un truc qui est vachement important aussi de savoir ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est pas en France, on dit bah si tu réussis, tu deviens manager quand tu bosses dans une boîte. Et en fait, finalement, le fait d'être manager, c'est pas ce qui convient à tout le monde. Et du coup, je pense que c'est important. Alors évidemment, on a le droit de changer d'avis parce qu'il y a comme dit le proverbe, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est se dire, bah par exemple, peut-être que t'as pas envie d'avoir un gros cabinet, que pour toi réussir et la réussite par rapport à ton projet, ça peut être d'être juste à ton compte, pas avoir une équipe et parce que c'est la façon dont tu as envie de vivre. Ouais, en fait, moi, pour l'instant, moi, je m'imagine vraiment à mon compte et seule. Mais après, je pense que c'est des rencontres aussi à partir du moment où, bah, tant que tu te sens bien comme ça, que t'as pas de besoin supplémentaire, ben c'est très bien. Et parfois, tu t'as pas le besoin de t'associer à quelqu'un ou de recruter quelqu'un, mais tu vas faire une rencontre et qui va faire que tu auras un déclic et tu vas dire, bah en fait. C'est vraiment le coup de foot professionnel et tu vas te dire bah voilà on est hyper complémentaires mais il faut vraiment trop qu'on bosse ensemble mais t'en sais rien en fait enfin, je crois que tu as eu un podcast là où je sais plus c'était sur je sais plus comment il s'appelle je sais plus c'est pas Aline ou Aline ouais c'est possible ouais bah, qui s'est associée oui ouais Aline ouais. Aline ouais tout à fait. Et bah, en fait, tu connais pas forcément la personne au départ et c'est une rencontre qui fait que bah, tout d'un coup, c'est limpide et tu dis, bah voilà, faut qu'on soit deux et faut qu'on bosse de cette manière-là. Mais ça se calcule pas, ces choses-là. Ouais, c'est sûr. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer pendant les 3 derniers mois et comment tu l'as gérée? Pendant ces 3 derniers mois, bah, en fait, je pense que j'ai pas eu beaucoup de difficultés ces 3 derniers mois. J'en avais eu un petit peu avant quand même. Donc finalement, là, c'était un peu les vacances. Non, les difficultés, bah, j'en ai eu avant avec Pôle emploi, avec le confinement, bon, comme tout le monde, mais c'est surtout que j'ai cru que j'allais pas pouvoir m'inscrire à l'école et que ça allait être compliqué. Ma plus grande difficulté, ça a été vraiment de démarrer parce que de me dire ça y est, la formation démarre, j'y suis, c'est bon, tout roule. Depuis, j'ai pas eu de difficulté particulière en fait. Ça fait un peu de répit quoi. C'est via Instagram ou via le site, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Bon, la plus grande question qui a été posée, du coup, c'est le nom de l'école que tu fais. Ouais, bah, l'école que je fais, elle s'appelle MMI Déco. Et donc c'est dans le 12e Paris, donc à côté de Bercy. Et ils ont un centre aussi à Aix-en-Provence. Donc il y a moyen de le faire soit dans le sud, soit à Paris. Ouais. Et t'en es satisfaite du distanciel. Oui, alors après, moi j'ai choisi de faire du présentiel parce que je voulais vraiment être, bah, je voulais avoir une classe en fait, une promo. Je voulais parce que je pense qu'on apprend aussi. Bah, j'avais fait un bachelor en digital, en e-learning toute seule, donc bon, il y avait une communauté sur les réseaux sociaux, mais on se faisait des after-work de temps en temps quand on pouvait. Donc on se rencontrait quand même un petit peu, mais je trouve que, en tout cas, surtout pour la déco et les logiciels, moi je voulais absolument que ce soit en présentiel parce que je pense que pour manipuler des logiciels, c'est plus formateur d'avoir le prof tout de suite à côté, de poser tes questions en live et puis de galérer avec les autres, et puis de s'entraider. Et effectivement là-dessus, je regrette pas parce que je constate que à distance ça aurait été plus compliqué. Mais la formation existe aussi en e-learning maintenant. D'accord. Ce que je... Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois? Non. Prendre le temps de se poser des questions, essayer de prendre soin de soi. Ok, ça me revient. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner? Bah, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on s'est occupé un peu de soi,
de foncer, en fait, si on peut se le permettre. Alors, de peut-être pas trop se trouver d'excuses pour y aller. Alors, sauf si vraiment financièrement c'est impossible parce que voilà, après on peut plus payer les factures, etc. Faut pas se mettre en difficulté non plus. Mais à partir du moment où on s'est posé soi-même les bonnes questions et que voilà, on sent que c'est le moment et qu'il manque pas grand-chose, faut oser en fait. On n'a qu'une vie. Donc, et puis peut-être comme j'avais fait, enfin moi ça m'a aidé. Il y a peut-être des gens qui fonctionnent pas comme moi, mais le fait de se dire qu'est-ce que je fais si ça marche pas et surtout comment je réagirais, comment je le prendrais et comment je le vivrais si ça marche pas. Et à partir du moment où j'ai accepté que c'était pas grave et que j'aurais été au bout de mon idée, etc. Je me dis j'ai plus de raison, j'ai plus d'excuses en fait. Donc d'enlever peut-être toutes les excuses qu'on se donne avant d'y aller pour dire voilà, au pire c'est pas grave, je reviendrai en arrière et puis de toute façon je serai différente et ça me permettra peut-être de rebondir sur encore autre chose et d'être bien aussi même si ça marche pas. Ouais, génial. Avant-dernière question, c'est quoi tes prochains défis? J'ai une petite idée mais je te pose quand même la question. Mon prochain défi, je pense que la prochaine fois qu'on se parlera, il y aura des chances que je sois vers la fin de ma formation. Donc, mon prochain défi, c'est de finir ma formation et de trouver un stage, parce que je vais devoir faire aussi un stage de fin de formation. De combien de temps? Alors, c'est minimum 3 semaines, mais c'est peu. Donc, après, on a le droit de faire plusieurs mois. Donc, ok. Selon les rencontres, ce sera aussi en fonction des besoins, de voir ce qui arrange. Bon, apparemment, en ce moment, les stages, c'est assez compliqué aussi avec la conjoncture, avec le contexte. Donc, c'est pas évident, mais bon, voilà, hein, j'ai un peu le temps, donc je me suis pas encore trop posée sur le sujet, mais sur le gros défi qui va être des prochains mois, ce sera de monter ma boîte, hein, mes statuts, mes contrats, tout ça, de tout mettre à plat et de créer ma société, clairement. Ouais, génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Alors, je savais que tu allais poser cette question parce que j'écoute les autres. et aujourd'hui, j'ai envie de dire merci à toi. Ouais, parce que c'est vrai que la première fois, j'ai remercié plutôt mon entourage très proche parce que j'ai eu beaucoup de soutien et que j'ai toujours, hein, donc je les remercie toujours forcément, ils sont toujours là. Mais à toi parce que tu m'as pas beaucoup poussé, mais tu m'as encouragé à me lancer dans le podcast. Les gens qui me connaissent bien savent que c'est un exercice qui est pas évident pour moi. Mais voilà, et finalement, je me prête au jeu et je me rends compte que ça fait du bien et qu'en fait, je me sens utile quand je vois tous les messages que je reçois, mais j'ai des messages mais vraiment trop gentils. Enfin, t'avais vu un commentaire sur Insta que j'avais reçu, mais j'avais les larmes aux yeux. Puis de temps en temps, tu m'envoies un petit mail de messages que tu reçois pour moi, mais des fois, je pleure devant ma boîte mail en me disant c'est trop gentil, mais j'en reviens pas de susciter l'envie aux gens de m'envoyer des messages aussi sympas et de me rendre compte aussi que je suis utile parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation, il y a plein de gens qui veulent faire déco en fait. Ouais. Mais je sais pas, je dois avoir un appel par semaine de gens sur LinkedIn et sur Insta qui me demandent si on peut discuter de ma reconversion, de l'école, etc. Et je prends tous les appels en fait. Parce que j'ai eu cette envie et ce besoin aussi moi avant de me lancer. Donc je renvoie aussi l'ascenseur puisque j'ai des gens qui ont accepté de me parler avant, donc je fais la même chose. Et tout ça, c'est grâce à toi. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire merci à toi aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Ça me touche beaucoup. Et puis, je partage le fait que recevoir tous ces messages. Là, j'ai été nommée dans le Paris Podcast Festival. Et bon, j'ai fini à la 10e place. C'est pas la première, mais bon, c'est la 2e. C'est quand même déjà génial. Et j'ai reçu un nombre de messages. Ce que je disais, c'est qu'en fait, mon plus beau trophée, ça a été de recevoir tous ces messages de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient passé le cap en écoutant le podcast. Et comme toi, régulièrement, j'ai les larmes aux yeux quand je lis ça, parce que en effet, de se dire que tout ce qu'on fait, ça a un vrai sens. Et ça, c'est utile, c'est hyper gratifiant. Et puis, on peut dire qu'il y a un peu de fierté quand même. Oui, c'est clair. Je me souviens du tout début parce que je me souviens de ton premier message où tu as annoncé que tu lançais, etc. Et bon, t'as fait un super chemin. Donc,
toi aussi, tu peux me faire en chemin. Ouais. C'est clair. Un grand merci, Émilie. Du coup, on se retrouve dans 3 mois. Si vous avez des questions à poser à Émilie, vous pouvez les poser, me les envoyer sur Instagram et puis également sur le blog où je mets un petit formulaire pour poser les questions. Et puis, en attendant, Émilie, je te souhaite plein de bonheur pour ces 3 prochains mois et puis j'ai hâte d'avoir la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. J'espère que ce nouveau rendez-vous avec Émilie vous aura plu autant que moi. Grâce au podcast, je rencontre des personnes extraordinaires avec qui je tisse des liens très forts. Mon invité de la semaine prochaine a été un vrai coup de cœur. Pour avoir en avant-première l'identité de cette merveilleuse femme, je t'invite à me suivre sur Instagram avec mon petit nom pourquoipasmoi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.